Au sommaire ce soir, le refus des autorités suédoises d'extrader vers la France l'Algérien Denech, soupçonné dans l'attentat du RER Saint-Michel. La visite de Boris Yeltsin en France, le prochain décollage de l'Europe spatiale, le hit-parade des villes françaises en matière d'équipement, la grogne qui monte chez les syndicats et les médecins autour des projets gouvernementaux de réforme de la sécurité sociale et un petit retour sur les collections de prêt-à-porter pour l'été prochain. Madame, Monsieur, bonsoir. Émoi à Morlaix, dans le Finistère, après l'incendie d'une partie de la manufacture des tabacs, un bâtiment classé monument historique, construit en 1736. Les dégâts sont considérables. Reportage Jérôme Laurent, Michel Hiver. La manufacture des tabacs de Morlaix est la plus ancienne de France. Elle avait été créée en 1736 par la Compagnie des Indes orientales. Ces bâtiments, classés par les monuments historiques, sont la fierté de la ville. C'est dans l'atelier d'empaquetage que s'est déclaré le sinistre hier en début de soirée. Les flammes ont ravagé la toiture, la charpente, les planchers de bois ainsi que plusieurs machines. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine du sinistre. Par chance, les ateliers de production ainsi que les stocks de tabac ont pu être préservés. On va aujourd'hui et demain travailler avec les responsables de la direction SIGAR pour voir comment mettre en œuvre un processus qui nous permette de redémarrer le plus rapidement possible. La CEITA affirme que le travail reprendra dès la semaine prochaine et les salaires seront maintenus pour les 180 salariés de l'entreprise. La plupart d'entre eux se sont d'ailleurs rendus aujourd'hui sur les lieux de sinistre pour aider les pompiers à déblayer les décombres. Tous étaient sous le choc. Oui, ça fait mal au cœur. C'est dur, très très dur. C'est une grande dame, elle fait partie de notre vie et de la vie de beaucoup de Morlaisiens. Dans l'agglomération morlaisienne, la CEITA est le troisième employeur. L'établissement confectionnait 330 millions de cigares par an. Alors, employés, morlaisiens et élus locaux sont bien décidés à se battre pour que la Manu, comme on l'appelle ici, renaisse de ses cendres au plus vite. L'Europe spatiale a été sauvée de la désintégration par un compromis financier de dernière heure lors de la réunion à Toulouse de l'Agence spatiale européenne. Au total, environ 45 milliards de francs vont être investis d'ici l'an 2004, notamment pour financer la station spatiale Alpha. Comme dirait Patrice Pelé, poète, bientôt avec l'Europe, il y aura 12 étoiles de plus dans le ciel. Ce n'est plus de la science-fiction. En 2002, lorsque sa construction sera terminée, Alpha affichera 110 mètres d'envergure pour un poids de 400 tonnes. Alpha deviendra ensuite le laboratoire très convoité de toutes les expériences grâce à l'absence de pesanteur. La charpente principale d'Alpha a été inspirée par la station Mir. Là s'arrête le rapprochement, car dans ce nouveau module d'habitation, l'équipage composé de 6 astronautes devrait presque trouver le même confort que sur Terre. Heureusement, car il est prévu qu'Alpha soit habité sans interruption pendant 10 ans. Les États-Unis, le Canada, le Japon, la Russie et désormais l'Europe financeront la construction et la maintenance du gigantesque mécano. L'Europe, qui à travers son agence spatiale, l'ESA, fabriquera 2 éléments. Ce laboratoire qui sera attaché au complexe de la station en 2002. Le deuxième élément sera ce véhicule de transport qui sera lancé par Ariane 5 et qui, environ une fois par an, viendra ravitailler la station ou en carburant ou en matériel. De plus, l'ESA va étudier l'éventuelle fabrication d'une capsule de transfert. 2 à 3 spationautes pourront prendre place à bord pour revenir sur Terre. Pour amener le matériel et les hommes, un triple système d'accostage a été mis au point. Les navettes spatiales américaines, les différents éléments lancés par la future fusée Ariane 5 et les Soyouz russes viendront, selon un calendrier bien précis, s'amarrer au fil du temps à Alpha, qui tournera à 380 km d'altitude et qui filera à 29 000 km/h. La République française a mis les petits plats dans les grands pour recevoir l'héritier des tsars de toutes les Russies. Boris Yeltsin va dormir ce soir au château de Rambouillet. Cet après-midi, le président russe a déjà eu un premier entretien politique avec son homologue français. Reportage Gilles Rabine, Jean Cornu. Dans les rencontres internationales, un geste peut parfois donner le ton d'entrée de jeu. La main gauche de Jacques Chirac sur l'épaule de Naïna, l'épouse de Boris Yeltsin, et le premier vrai sommet franco-russe prend un tour très convivial. Petit échange verbal, sans le secours d'un interprète, Jacques Chirac parle russe un peu. Sur les affaires du monde, Jacques Chirac et Boris Yeltsin sont d'accord un peu. En réalité, ils ont surtout une préoccupation en commun, le dynamisme de la diplomatie américaine.
qui entreprend de trouver une paix en Bosnie, sans trop se soucier de la France, et qui réaffirme sa volonté d'élargir à l'Est, aux anciens pays du bloc communiste, la protection de l'OTAN, sans tenir compte du niet catégorique de la Russie. Le geste de Boris Yeltsin n'est pas une menace pour le président américain Bill Clinton, il vise les canards de l'étang du château de Rambouillet. Quant au ministre russe des Affaires étrangères, Andreï Kozyriev, accusé de faire les 4 volontés de l'Occident, limogé hier soir et rétabli ce matin, il est venu, mais on ne l'a pas vu. Ce faux départ du chef de la diplomatie russe révèle un problème auquel Boris Yeltsin n'a toujours pas trouvé de vraie solution. Comment sauver son statut de grande puissance quand on n'a plus les moyens de tenir son rang ni d'imposer sa politique, autrement dit, quand la grande Russie n'est plus qu'une puissance pauvre. Le Belge Willy Claes a officiellement démissionné ce matin de son mandat de secrétaire général de l'OTAN. Cet ancien ministre socialiste a été mis en accusation par le Parlement belge pour fait de corruption dans 2 contrats d'armement. Une démission qui intervient à un moment tout à fait crucial de l'histoire de l'OTAN. Le successeur de Willy Claes va en effet devoir organiser très prochainement le déploiement de 60 000 soldats en Bosnie. Philippe Rochaud. J'ai décidé, à mon grand regret, de remettre ma démission. Willy Claes à la casse, disaient les Belges. Le secrétaire général de l'OTAN n'aura dansé qu'un seul été. Mais ce mélomane de 57 ans est rattrapé par son passé de ministre de l'économie pour avoir, dit-on, obtenu le versement de pots de vin au Parti socialiste flamand lors de la signature de contrats d'armement. L'affaire touche la France car pour obtenir le marché de la modernisation des F-16 qui équipent l'aviation belge, la firme Dassault est soupçonnée d'avoir versé 10 millions de francs sur un compte en Suisse qui aurait bénéficié au parti de Willy Claes. La firme italienne Agusta, pour emporter le marché de la vente de 48 hélicoptères à la Belgique, aurait donné des pots de vin au Parti socialiste flamand et damé ainsi le pion à l'aérospatiale. C'est la cacophonie dans l'industrie européenne de l'armement alors qu'il faut affronter la concurrence américaine. Mais le départ de Willy Claes intervient alors que 60 000 hommes des forces de l'OTAN vont commencer une mission de paix en Bosnie aux côtés de la force de réaction rapide. Le commandement de l'OTAN est désorienté par la démission de Willy Claes au moment aussi où les 16 pays du traité de l'Atlantique Nord s'ouvrent à l'Europe de l'Est. 4 touristes français ont trouvé la mort hier en Crète à la suite de la collision entre leur autocar et un poids lourd. Les 2 chauffeurs grecs du car ont également été tués sur le coup. 19 touristes français ont été plus ou moins sérieusement blessés. Ils seront rapatriés ce soir en France. C'est la vitesse excessive du poids lourd mais aussi le mauvais état de la route qui sont à l'origine de ce drame. Le juge antiterroriste Jean-Louis Bruguière a été nommé premier vice-président du tribunal de grande instance de Paris. À ce poste, Jean-Louis Bruguière aura la haute main sur l'ensemble des dossiers terroristes sur les derniers attentats en France. Dans le cadre de l'enquête sur ces attentats, à noter 2 militants islamistes ont été interpellés dans l'agglomération lyonnaise et ils sont actuellement en garde à vue. À Stockholm, la Cour suprême a refusé l'extradition de l'Algérien Abdelkrim Deneche vers la France qui le soupçonne d'être impliqué dans l'attentat du RER Saint-Michel le 25 juillet. Pascal Doucet-Bon. La piste Deneche n'était qu'une piste qu'il faut désormais abandonner si l'on en croit la Cour suprême suédoise. Les 5 sages de la plus haute juridiction du royaume ont tranché, n'en déplaise au juge français Jean-François Ricard qui demandait l'extradition d'Abdelkrim Deneche, entre autres pour meurtre et complicité de meurtre. L'Algérien arrêté à son domicile au mois d'août avait été reconnu sur présentation de photos par un témoin indirect de l'attentat du RER en juillet dernier. Pourtant, Yann Danielson, le procureur chargé de l'enquête, a cru très vite à l'alibi de Deneche. Il ne s'est d'ailleurs jamais gêné pour exprimer son désaccord avec le juge Ricard. La décision de la Cour suprême est la suite logique de ses conclusions, au grand regret du gouvernement français. Un certain nombre de pays n'attachent pas la même importance que nous à la lutte contre la menace de l'intégrisme islamiste et que d'autres pays cherchent d'une certaine façon à s'en préserver. Non extradé, Deneche n'est pas libre pour autant. La police du royaume le considère comme proche du bulletin islamiste Al-Ansar, organe officieux du GIA en Europe. Deneche est même perçu comme un agitateur, sinon un agité, par certains islamistes modérés. À ces titres, il est toujours expulsable vers un pays encore inconnu. Décision début novembre.
Le GIA algérien a précisé ses menaces envers la France, et cela au moyen de messages transmis par l'intermédiaire d'Internet, ce réseau informatique qui relie tous les serveurs de la planète. Enquête Olivier Lerner. On connaissait El Ansar, considéré par les spécialistes comme un organe d'expression du GIA. Bulletin confidentiel, véhicule du message islamique. Photocopié, faxé, distribué sous le manteau. Mais il y a, aujourd'hui, beaucoup plus sophistiqué. Tapez islam, djihad, guerre sainte ou un autre mot clé voisin et vous voilà en communication avec les porte-paroles du GIA grâce au réseau Internet, l'autoroute de l'information. Islam Report, Jihad News, 2 fils d'information crédibles, souvent signés GIA ou AIG, Groupe Islamique Armé ou Groupe Islamique Américain. Une signature renforcée par Abou Abdelrahman Amin, le nom de guerre de Zitouni, chef des GIA, qui a pris l'habitude de s'adresser directement à Jacques Chirac. Des informations, des communiqués, mais aussi des avertissements circulent sur ce réseau libre sans contrôle aucun. Exemple, tôt ce matin, on pouvait lire sur Islam Report: la résistance islamique algérienne déclare que la guerre en France va continuer. Ce sera l'épée ou l'humiliation. C'est écrit en majuscule, signe de colère sur Internet. Et plus loin, toujours dans cette même lettre, transmise aujourd'hui, nous allons continuer à frapper au cœur même de la France et dans les grandes villes. Pour contrer le GIA sur Internet, le gouvernement algérien communique lui aussi en français, comme ici. Les déclarations d'Hervé de Charette figurent en bonne place. Guerre de communiquer sur Internet, où les islamistes montrent à loisir leur détermination, argumentée par de nombreuses citations coraniques. Internet leur permet de sortir du maquis et porter leurs paroles dans le monde informatique à l'échelle mondiale. C'est bien pourquoi on trouve des centaines de messages par jour concoctés par des islamistes informaticiens, ingénieurs, chercheurs, idéologues, abrités par les plus grandes universités qui offrent, sans trop le savoir ou le vouloir, un formidable réseau de communication. En France, alors que le plan Vigipirate se renforce chaque jour davantage, avec entre autres l'arrivée de plusieurs centaines de militaires, affectés notamment à la surveillance des gares et des aéroports. Dans de nombreuses cités, les jeunes beurs vivent de plus en plus mal l'amalgame de plus en plus répandu entre islam et terrorisme. Reportage à Amiens, Valérie Fourniou, Marie-Pierre Cassignard. Une cave aménagée, leur refuge. Le seul lieu sur la cité nord d'Amiens où les jeunes peuvent se retrouver, car depuis les premiers attentats, ils évitent les sorties en ville. Je ressens un rejet, quoi. Je sens que les gens, même, tu passes, il suffit que t'es un peu bronzé et tout, ils pensent... Ils font des films, les gens, c'est vrai, hein. À fond. Quel film? Je sais pas, ils croient qu'on va poser une bombe quelque part, je sais pas, un délire comme ça, quoi. Les bombes, ceux-là les condamnent sans ambiguïté. Tous les jeunes dans les banlieues réprouvent ça. Parce qu'on ne peut pas tuer des gens sous prétexte d'une idéologie. On ne peut pas tuer des gens pour ça. Mais je ne crois pas non plus qu'il faille jeter l'opprobre sur les musulmans, ou même jeter l'opprobre sur les jeunes des banlieues. Pourquoi les jeunes des banlieues? La peur de l'amalgame, musulmans égale terroristes les révoltes. Ils en subissent tous les jours les conséquences. Les victimes en vrai, c'est qui? C'est nous. C'est les jeunes rebeux là. Oh, ils vont en ville, ils sont... S'il a un sac, c'est même pas la peine, il se fait fouiller 10 fois par jour. Alors, ils tournent en rond dans la cité, désœuvrés, démunis. 30% des moins de 25 ans sont ici sans emploi et la colère gronde. Moi, je vais vous dire franchement, vous savez, ça fait combien de temps que j'ai pas travaillé? Je travaille qu'une fois avec mon père. Depuis que je suis sorti de l'école, j'ai 25 ans maintenant aujourd'hui. Je suis sorti à 15 ans de l'école, et ben j'ai jamais fait de stage. J'ai jamais fait j'ai un cesse, je l'ai pas fait. On m'a toujours fait galérer. Il n'y a plus rien qui me retient, il n'y a plus rien qui me retient. Je veux dire franchement, voilà, du jour au lendemain, je tape une crise de nerfs, ça y est, c'est fini, c'est terminé. Il n'y aurait pas ma famille, j'aurais rien à perdre, moi, je vais vous le dire. Chômage, délinquance, toxicomanie, pour certains la religion peut apparaître comme l'unique recours. Moi je vois les gosses de la cité qui viennent là, ils sont à mort, drogués à mort, c'est pas la faute, c'est la faute de qui? Le gosse là tu le donnes 100 balles, il est manipulé tout de suite. Il manipule comme un petit... Ça on peut rien, c'est comme ça. Et quel est leur avenir? Ils n'ont pas d'avenir. Manipulé, manipulable. Les banlieues, un vivier pour les prêcheurs extrémistes de toutes sortes. Seuls les intégristes musulmans occupent aujourd'hui le terrain. Sous couvert de religion et avec de bonnes paroles, ils endoctrinent les plus désœuvrés. Sur ce malaise diffus, je vous propose un autre éclairage, celui d'un intellectuel, Malek Chebel, anthropologue et spécialiste du monde musulman, qui répond aux questions de Bertrand Koch. L'islam et les musulmans sont respectables.
et donc respectables, ils aimeraient être respectés. Je peux vous dire que les gens qui veulent être respectés, quand il y a des attentats comme ça, ils sont atterrés, ils sont meurtris, d'autant plus meurtris que justement on ne montre d'eux qu'un islam offensif, agressif, négatif. Pensez-vous que l'islam puisse être un frein à l'intégration? Je ne pense pas, je ne crois pas. Je crois que le frein à l'intégration, c'est véritablement l'économie. Je pense que la véritable violence à l'égard des jeunes des banlieues, c'est surtout la misère. La misère, oui, peut être un frein à l'intégration. Et elle peut même mener des jeunes dans des directions qui ne les auront pas choisies au départ. Mais l'islam est un islam de paix, de concorde, qui cherche véritablement à s'harmoniser au fait national français. La majorité des jeunes beurs se sentent français et voudraient qu'on les prenne pour des Français. Et souhaitent vraiment s'intégrer à la France. Mais encore une fois, je vous ai dit que les freins étaient d'abord économiques et des freins de misère. Quand vous traversez une banlieue, vous comprenez très vite que véritablement les ennemis de la jeunesse sont la misère, le chômage, l'oisiveté, le manque d'encadrement, le manque de moyens et pas du tout l'islam. L'occasion de vous signaler aux éditions Albin Michel la parution de ce dictionnaire des symboles musulmans rédigé par Malek Chebel précisément. L'absence d'équipements, notamment culturels ou encore sportifs, est l'une des multiples causes du malaise des banlieues. Une enquête réalisée par l'INSEE confirme le déficit criant de certains de ces équipements en grande banlieue parisienne. Sur l'ensemble du territoire français, les experts de l'INSEE ont établi une sorte de hit-parade des agglomérations suréquipées et au contraire sous-équipées. Exemple de ville quelque peu endormie, Chartres. Reportage Laurent Bailly, François Granier. Chartres, c'est d'abord ça, la cathédrale. C'est aussi une ville paisible et sans histoire, 85 000 habitants, si on inclut les communes alentours. L'archétype de la cité de province plutôt bourgeoise. Et pourtant, elle est sous-équipée. Il y manque des crèches, des grands magasins. À l'université, pas de second ni de troisième cycle. Et voici le seul grand hôtel de la ville. Pour les transports ou la circulation, ça n'est guère mieux. Il y a trop de moyens de transport concentrés au même endroit. Transbus, Philibus, les trains, les particuliers, les taxis. Je pense que ça fait trop au même endroit et ça crée beaucoup de complications. Tous les partis sont payants et pour stationner, c'est la galère. Une galère. Les plus jeunes, eux, regrettent l'absence de loisirs ou d'équipements sportifs. Sinon, on s'emmerde le week-end. Il n'y a pas assez de trucs pour les jeunes. Il n'y a pas assez de trucs pour les jeunes, ça ferme trop tôt ici à Chartres. Il faudrait peut-être une patinoire, mais sinon... Il manque même le métro. Mais on n'aura jamais tout dans une ville moyenne comme est la ville de Chartres. Alors il faut savoir où est la qualité de la vie. À Chartres, la qualité de la vie, ça n'a donc pas de prix, en tout cas pour les générations en âge de voter. Au contraire, dans le peloton de tête des agglomérations mieux loties, Annecy qui a entre autres la chance d'avoir un maire qui fut en son temps ministre de l'équipement. Reportage Didier Guyot, Philippe Évêque. Avec un théâtre de 1000 places, plusieurs centres culturels, un parc d'exposition, Annecy serait donc une ville privilégiée en matière d'équipement. Dans le domaine des loisirs, l'agglomération de 130 000 habitants compte plus d'une centaine d'infrastructures sportives et quelques 22 000 licenciés. Mais qu'en pensent les Annéciens? Il y a les comblés, les grincheux et ceux qui ne connaissent même pas leur bonheur. C'est agréable d'y vivre parce que c'est une ville propre, c'est une ville fleurie, c'est une ville agréable. Au niveau des concerts, c'est quand même une ville qui bouge. Au niveau du sport aussi. En tant que jeune, moi je trouve que c'est pas le top, quoi. Je me suis jamais posé la question de dire tiens il faudrait faire ci ou ça, donc ça veut dire que ça me semble bien. Annecy, c'est aussi le câble, des transports en commun efficaces, des hôtels de luxe et des grandes tables aux abords du lac. Ici, pas de trop-plein, pas d'investissement surdimensionné, mais une qualité de vie qui attire les décideurs économiques. Pour un investisseur ou pour un homme d'affaires, c'est très important de pouvoir habiter dans une ville qui a un équipement extraordinaire et qui jouit d'une réputation nationale ou internationale importante également. Mais si les équipements sont là, s'il fait bon vivre à Annecy, les critiques tout de même existent. Ainsi, beaucoup aimeraient que la ville se dote d'une grande salle de concert ou encore qu'en matière de spectacle, les tarifs soient moins excessifs.
François Bayrou se donne 1 an pour engager la réforme de l'université. Le ministre de l'Éducation a annoncé hier l'ouverture d'une large consultation pour, a-t-il dit, préparer l'université au XXIe siècle. Le ministre renvoie donc à plus tard la réorganisation des premiers cycles et l'élaboration d'un statut de l'étudiant. Ce statut, promis par Jacques Chirac lors de la campagne présidentielle, est très attendu par les intéressés car il devrait dépoussiérer le système assez complexe d'aide sociale aux étudiants et notamment celui des bourses dont bénéficient actuellement environ 400 000 étudiants. Coup de projecteur en compagnie de Françoise David et Michel Levasseur. Comme tous les jours, c'est l'attente devant le bureau de l'assistante sociale. Étudiante en 4e année d'art plastique, Catherine est boursière depuis le collège et touche environ 20 000 francs par an. Elle vient aujourd'hui demander une avance, car c'est toujours la rentrée qui pose problème. Sa bourse est versée en 3 fois, mais le premier virement n'arrive souvent que fin décembre. C'est notamment ce mode de paiement que Catherine remet en cause. Pour moi, non, c'est pas juste du tout, parce que je peux pas gérer mon argent comme je l'entends, et j'aimerais vraiment une mensualisation, voire même sur toute l'année, même pendant les vacances scolaires. Parce qu'en juin, juillet, août, septembre, on n'a donc aucune bourse. C'est bon, on travaille évidemment, mais moi je gère beaucoup mieux mon argent si je l'avais de manière mensuelle. Les critères d'attribution sont également contestés. 94 000 francs par an, c'est le plafond à ne pas dépasser pour pouvoir demander une bourse. Et ce sont les revenus des parents qui sont pris en compte, malheureusement pour les étudiants le plus souvent majeurs, qui veulent voler de leurs propres ailes. J'ai une amie qui est dans ce cas-là, qui voudrait, qui n'a pas d'argent, qui voudrait être indépendante, et comme ses parents gagnent trop d'argent, elle ne peut pas avoir de bourse parce que c'est forcément sur les revenus des parents sur les 3 dernières fiches d'imposition. Et comme elle est pas indépendante, elle n'a pas elle-même des fiches d'imposition, donc elle ne peut pas avoir de bourse, c'est clair. Donc elle doit se débrouiller vraiment complètement par elle-même. En 1995, l'État aura alloué près de 6 milliards de francs pour les bourses de l'enseignement supérieur, montant auquel il faut ajouter d'autres aides sociales, comme celle au logement. Le toilettage de ce système plutôt complexe est attendu avec impatience par les étudiants. Elisabeth Hubert est-elle sur la sellette? Selon certains observateurs bien renseignés, le ministre de la Santé serait actuellement en quelque sorte en quarantaine au sein de son propre gouvernement, et cela pour avoir annoncé un peu prématurément la baisse des dotations budgétaires aux hôpitaux et surtout la hausse de 27% du forfait hospitalier. En fait, on assiste aux premières escarmouches d'une bataille autour du financement de la sécurité sociale, une bataille qui s'annonce particulièrement sévère. Le point avec Javi Tambert. C'est d'abord le mécontentement des professions médicales et celui des usagers qu'Elisabeth Hubert, en charge de ce dossier au gouvernement, paye aujourd'hui. Impopulaire, il y a les réductions des dépenses de santé, elles sont inévitables. Mais il y a surtout l'annonce en début de semaine d'une hausse du forfait hospitalier, passant de 55 à 70 francs par jour, des médecins aux associations de malades, des professionnels de l'hôpital aux syndicats. Ils sont tous montés au créneau. On est déçus par le fait que des mesures sont prises qui n'ont rien à voir avec les grandes réformes de fond qui sont promises. Au contraire, on est une nouvelle fois de plus sur les vieilles recettes qui ponctionnent les assurés sociaux et les malades. Mais dans le monde médical, ce que beaucoup reprochent au ministre de la Santé, c'est d'incarner aujourd'hui une politique d'austérité, là où il s'attendait, au vu des promesses faites par Jacques Chirac pendant sa campagne, à disposer au contraire d'une plus grande liberté. En prime, le principal syndicat de généralistes se plaint d'un manque de concertation. C'est un comble. C'est un médecin généraliste, on se connaît depuis 15 ans. On a des propositions qui sont de nature à relever les principaux défis actuels, et puis on n'a pas d'écoute. Donc je dis, qu'est-ce qui se passe? Manque de concertation, l'affaire prendrait-elle un tour politique? À Matignon, en tout cas, on reconnaît qu'Elisabeth Hubert a annoncé trop tôt la hausse du forfait hospitalier, sans avoir suffisamment rencontré les partenaires sociaux. Madame le ministre, elle, plaide non coupable. Cessons sous couvert de l'annonce technique d'une mesure dont je répète qu'elle vise et qu'elle est obligatoire, à polluer un débat qui a un tout autre intérêt. Elisabeth Hubert se sent au banc du gouvernement aujourd'hui? Oh, pas du tout, autrement je ne serais pas là. Elisabeth Hubert reste donc en place, mais en charge du dossier si délicat de la maîtrise des comptes sociaux, elle demeure l'un des ministres les plus exposés. Autre couac dans l'orchestre gouvernemental, celui qui oppose le ministre de l'Environnement à son collègue des Transports. Corinne Lepage est en effet inscrite en faux aujourd'hui contre les déclarations de Bernard Pons au quotidien Le Parisien, selon qui il n'est pas question de limiter la circulation des voitures dans Paris. Tout de suite le point de la polémique avec José Blanc-Lapierre. Il a suffi d'une grève des transports pour que Paris batte tous ses records. Record de pollution, record du nombre de voitures et de dioxyde d'azote dans l'air. Face à l'urgence, le ministre de l'Environnement réagit
et annonce un projet pour limiter la circulation. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Quand on touche à la voiture, les ministres eux aussi se chamaillent. Polémique. Attention, il n'y a pas que la voiture automobile, il y a d'autres raisons et il faut les trouver et pour le moment nous ne le savons pas. Je ne veux pas pénaliser la mobilité des gens. Pour travailler, il faut se déplacer. Alors il y a les transports en commun, mais ils ne suffisent pas. Monsieur Ponce, ministre de l'équipement, des transports et donc de l'automobile, je crois qu'il remplit sa fonction ministérielle. Moi je suis là pour défendre l'environnement, les populations qui respirent un air pollué, je le fais. Bref, Corinne Lepage est décidée. Elle entend bien s'attaquer à la voiture. Mais avant de faire avaler la pilule à l'automobiliste, le plus dur sera peut-être de convaincre son collègue Bernard Ponce, un poids lourd du gouvernement. La discussion budgétaire continue à l'Assemblée. Tout à l'heure, les députés ont voté le principe de surloyer dans les HLM ou les logements sociaux pour les personnes dont les revenus dépassent les critères de plafond de ressources. Depuis lundi, la France vit une semaine bleue des retraités et des personnes âgées. Sur le thème, les retraités se mobilisent en faveur des personnes exclues ou marginalisées. À cette occasion, un concours a été lancé pour récompenser les meilleures initiatives. Le premier prix a été attribué à 7 maisons de retraite d'Albi pour leur action en faveur des détenus et de leurs familles. Reportage Marilène Bonneau, Jean-Louis Melin. Ils ont entre 70 et 90 ans. Certains ont des difficultés à se déplacer et pour la première fois de leur vie franchissent les portes d'une prison. Dans leur panier, des gâteaux et des confitures qu'ils ont fait eux-mêmes pour des détenus qu'ils ne connaissent pas. La rencontre se fera dans le parloir, le lieu habituel des familles. Une visite de 3 heures, un peu hors du temps, à ce petit groupe de volontaires. Après un bref moment d'observation, la discussion s'installe. On se regarde et surtout on s'écoute. Vous êtes des hommes communs. C'est pas une chance, mais ça pas cher. Vous êtes là pour longtemps, pas longtemps? Ça dépend. Peut-être encore 6 mois, 8 mois. Ah mais alors ça passera vite quand même. Vous croyez? Oui. Problème de déplacement, problème financier, problème... Les détenus racontent leur isolement, les visites qu'ils attendent et celles qu'ils n'ont pas. Petit à petit, le courant passe. Des liens se tissent entre leur solitude. L'ambiance est de plus en plus chaleureuse, propice aux confidences. Bref, c'est une grande récréation. C'est la première fois que je vois ça. Ouais, des gens vieux qui viennent nous voir. Plutôt, c'est dans les hôpitaux qu'on va voir, c'est pas dans les prisons. Vous avez parlé de quoi? De tout. De l'époque qu'on n'a pas connue, de la guerre, de l'après-guerre, de l'avant-guerre, de ce qu'ils font, de ce qu'on a fait nous, là où ils vivent, où on vit. Voilà. Ça raconte un peu nos vies. Nous sommes très touchés du contact personnel et très facile qui s'est établi tout de suite entre nous. Moi, je lui ai raconté un peu ma vie, que j'ai été prisonnier, que je me suis évadé, mais j'étais prisonnier de guerre, moi. Pas d'une prison. Une dizaine de détenus aura profité de ce moment d'évasion et de chaleur humaine. Ils sont une centaine à la maison d'arrêt d'Albi. Leurs insolites visiteurs ont promis de revenir une autre fois pour rencontrer d'autres groupes. Semaine décidément très chargée, en plus de la semaine bleue, donc c'est aussi la semaine du goût. À l'heure des cuisines centrales ou encore des chaînes de fabrication de plats réchauffés, l'occasion pour nous de rendre l'hommage qu'il leur est dû aux rares cantinières qui continuent de cuisiner comme à la maison. Exemple avec ce reportage d'Isabelle de Lyon et de Gilbert Usan dans ce petit village ariégeois où Liliane régale depuis 23 ans maintenant les enfants de l'école communale. Son panier à la main, Liliane arrive chaque matin avec des produits frais. Dans la vieille école de Saint-Martin-d'Oyde, elle mitonne des petits plats comme à la maison. Cette année, elle a 15 demi-pensionnaires à nourrir. Pas le temps de chômer. J'espère que j'y arriverai avant midi. Aujourd'hui, bouillon, salade de tomates, pot-au-feu, purée, tarte aux pommes. Liliane décide du menu chaque matin suivant son humeur, l'étal de l'épicier et les goûts des enfants. C'est dommage de préparer à manger et ensuite c'est gaspillé. Je préfère les écouter un petit peu. Ils aiment bien le souffler au fromage, mais enfin de temps en temps, ils mangent bien la soupe aussi. Ces outils sont parfois rudimentaires, mais sa purée au moins a un vrai goût de pomme de terre. La diététique chez elle est une question de bon sens. Crudité, laitage, elle s'arrange pour que les enfants fassent le plein de vitamines.
Pour qu'il goûte aussi à tout, elle varie les plaisirs. J'ai appris certaines choses avec ma maman et puis par moi-même. J'ai inventé un petit peu. Midi, elle va chercher du pain frais, un pot de moutarde. L'école fait aussi marcher l'épicerie. Vite, c'est l'heure où les élèves ne sont plus que des ventres affamés. Il y a plein de bonnes choses. Qu'est-ce qu'elle réussit bien, Liliane? Des frites, de la soupe, la mousse au chocolat, les crêpes aux champignons et à la béchamel. Vous mangez tout ce que vous avez dans vos assiettes? Oui. C'est sûr? Pas toujours. Liliane en tirera les leçons pour le prochain menu. Ces petits, elle les soigne. Elle veut les garder au village. Il ne reste ici qu'une place unique. Voilà, bon appétit avec ou sans Liliane. Dans les musées, le principe est connu, il est formellement interdit de toucher. Comme pour toute règle, il y a une exception, c'est à Tours avec cette exposition tactile visitée par Jean-Daniel Flézaquier et Frédéric Bonnet, et cela en compagnie d'un public particulier. Il se passe de drôles de choses au musée des Beaux-Arts de Tours. Non seulement Martin peut toucher à pleine main les statues sans se faire réprimander, mais voilà que la gardienne lui propose même un marchepied. En fait, Martin visite une exposition tactile où les sculptures s'offrent au toucher des visiteurs. Les amis de Martin sont malvoyants, lui est aveugle, mais ils ont tous mis lieu au bout des doigts. Quel mouvement on les lèvres? Essaie-toi de mimer un peu comment sont ses lèvres à cette femme-là. Fais un peu le même mouvement, voilà. Vous les lèvres très en avant comme ça. Et puis la tête un peu relevée. Sous ta main, tu sens quoi? Donc, c'est doux. C'est doux. Moi, je trouve que c'est froid. Très... Ouais, oui, c'est vrai que c'est froid. La touche, ça joue. Je trouve pas que c'est froid. Si. Ils ont en fait, effectivement, c'est pas nouveau, un sens tactile qui est très très développé. Et c'est une sensation directe qu'ils ont comme ça devant les œuvres. Et vous, ça vous... Très forte, quelque chose de très sensuel. Pour savoir ce qu'on a touché, les explications sont en braille. Quand la statue a des formes étranges, l'éducatrice explique la position. Mais quand il s'agit de l'anatomie féminine, il y a du marbre pas taillé. on se débrouille très bien tout seul, entre copains. Voilà, précision importante, cette exposition est ouverte à tout public. En football, difficile victoire hier soir au Parc pour le PSG face au Celtic Glasgow. 1-0, but marqué à un quart d'heure de la fin du match par Djorkaeff en match aller des huitièmes de finale de la Coupe des Coupes. Match retour en Écosse le 2 novembre. Nous voyons ce but de Djorkaeff au ralenti. 1-0 donc pour le PSG hier soir. Football toujours à Valenciennes, les dirigeants du club prestigieux de l'USVA ont annoncé leur décision irrémédiable de déposer le bilan la semaine prochaine. Le passif du club est estimé à 13 millions de francs. Tennis avec des images douloureuses en provenance de Vienne, en Autriche, où lors d'un tournoi, l'Allemand Michael Stich, 12e mondial, s'est, vous le voyez, très sérieusement blessé à la cheville, alors qu'il affrontait l'Australien Todd Woodbridge en quart de finale. Selon un premier diagnostic, Michael Stich souffrirait d'une rupture d'au moins un ligament de la cheville. Sport toujours avec les internationaux de France de jeux de paume actuellement à Fontainebleau près de Paris. Un sport quelque peu élitiste puisque l'on ne compte que 25 clubs de par le monde. Avec Vincent Guyenne et Michel Janelatos, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sans jamais oser le demander sur ce sport rétro et quelque peu compliqué. On le croyait mort et enterré, définitivement relégué au rang d'ancêtre du tennis. Pourtant ici, il vit encore le jeu de paume. Si dans cette compétition on parle anglais, le jeu est bien d'origine française. Mais les anglo-saxons sont plus conservateurs et de fait plus nombreux à pratiquer ce sport. J'adore le jeu, c'est très compliqué. C'est pas comme le tennis, c'est pas une question de envoyer la balle, il y a beaucoup plus de faire. Enfin, ça m'intéresse et je gagne. Il n'y a que 3 clubs en France, mais le jeu de paume fait bien partie de notre patrimoine. Pour preuve, des expressions telles que rester sur le carreau, le terrain de jeu s'appelle le carreau. Autre exemple, épater la galerie vient de cette galerie réservée aux spectateurs. Le règlement, c'est un peu comme le tennis, mais beaucoup,
beaucoup plus compliqué, avec tracé au sol des zones qu'on appelle des chasses, d'où l'expression « la chasse perd sa place ». Cette expression-là vient effectivement de la paume. On a l'habitude de l'utiliser dans d'autres contextes, mais en fait elle vient de là. Qui va jouer la chasse change de place. Il y a aussi un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien, mais ça n'a rien à voir, j'en fais le serment. Enfin, aujourd'hui à Paris, des présentations de collections prêt-à-porter pour l'été prochain. À quoi donc ressembleront nos belles après la poussée de sève du printemps? Rapide florilège signé Marie-Josée Le Picard et Bernard Connor. Couleur sans complexe chez Rei Kawakubo et sur la tête une masse légère de barbe à papa. Toute la journée, les femmes, même les préférées, les tendrement aimées, les follement désirées, sont habillées en petit homme, pantalon, t-shirt et l'immanquable veston. Alors le soir, elles pourraient se métamorphoser. Chez Christian Lacroix, dentelle et boutie de satin, le diadème des princesses, une arlésienne parée de trophées. Les feuilletés de Castelbajac mélangent les légendes de l'Est et de l'Occident, les estampes japonaises et le petit prince. Body tatouage, body art chez Jean-Paul Gaultier. Juxtaposition de tissus, de motifs, de séduction et d'effroi. Sur des fourreaux du soir, des casaques de cuir chez Karl Lagerfeld, alliance de la nuit et du jour, du flou et du sport. La danseuse étoile de John Galliano va inspirer bien des vocations et illustrer bien des balles de débutantes. Et pour les jeunes filles gâtées de Valentino, paillettes et mousseline et tendre et la nuit. Chez Issey Miyake, le plus beau jour, vous ouvrirez des ailes de libellule. La libellule. Dans notre grande série On nous cache tout, on nous dit rien. Cette toute dernière information en provenance de Londres, si l'on en croit une historienne britannique très très sérieuse, Marco Polo aurait menti. Il ne serait jamais allé jusqu'en Chine. Encore un mythe qui s'écroule. Dans un instant, Maigret, l'affaire Saint-Fiacre avec l'excellent Bruno Kremer. Vers 22h30, Bouillon de culture, puis Géopolis, le magazine de Claude Sérillon consacré ce soir à la Suisse. Dernier journal vers minuit 30 en compagnie de Florence Daucher. Bonne fête aux Adeline et bon anniversaire à Roger Hanin, 70 ans. Popo dit. La météo dans un instant, Laurent Romeshko et le point route Valérie Maurice. Demain, j'aurai le plaisir de vous retrouver dès 13h. Excellente soirée, merci.